Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. La réforme territoriale enfin adoptée par le Parlement, c'est la fin d'un long périple parlementaire entamé il y a 2 ans. Qu'y a-t-il dans ce texte? Quel a été le rôle du Sénat? Les objectifs initiaux du gouvernement ont-ils été atteints? Décryptage dans cette édition. La détresse des éleveurs entendue par le Sénat, une conférence agricole a permis de réunir tous les acteurs des filières porcines, bovines et laitières. Les producteurs pointent du doigt la responsabilité des distributeurs et des transformateurs, mais aussi des pouvoirs publics dans la faiblesse des prix. C'est le débat du 24h Sénat. Le Sénat pour l'interdiction des cabines à UV à l'occasion de l'examen en commission du projet de loi de santé. Les sénateurs mettent en cause leur dangerosité. Ils ont aussi adopté des amendements pour combattre la désertification médicale. Le détail dans un instant. Le Sénat au secours des agriculteurs en détresse. Ce matin, à l'initiative de Gérard Larcher, une table ronde a permis de réunir tous les acteurs des filières porcines, bovines et laitières, producteurs, transformateurs et distributeurs, mais aussi Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture. Objectif, trouver des solutions à court terme, mais aussi à moyen terme à la faiblesse des prix de vente dans la production. Le secteur est en crise, comme l'a constaté Aurélien Romano. Il s'est rendu dans une exploitation porcine du Finistère où, malgré la vétusté des installations, l'éleveur cherche à développer la compétitivité. Reportage. Charles Donval a commencé à ce poste. C'est la nurserie. Les porcelaines est ici une attention de tous les instants. Mais depuis qu'il a repris l'exploitation familiale il y a 7 ans, il supervise toute la chaîne d'élevage de l'insémination à la maturité et les soucis qui vont avec. Alors ici, c'est le gros point nord de l'exploitation, tout simplement parce que les conditions n'étant pas optimum, c'est le porcelet, par sa consommation d'aliments, qui va un petit peu compenser et donc augmenter sa consommation. Le bâtiment étant mal isolé, les animaux consomment plus que nécessaire pour se réchauffer l'hiver et par ailleurs... C'est que sur un bâtiment plus récent, tu vas avoir un système de gestion de ventilation qui sera plus perfectionné, plus efficace. Et qui nous permettra potentiellement de réduire au maximum les variations de température qu'il peut y avoir. Au final, ce bâtiment vétuste lui fait perdre 35 000 € par an entre une consommation de nourriture excessive et une consommation d'électricité trop importante. Il lui faudrait uniquement des structures comme celle-ci. Un bâtiment qui a moins de 10 ans, une ventilation et une température idéale, mais qui représente un investissement très lourd, surtout en comparaison avec les voisins européens. Quand moi, je décide soit d'augmenter, soit de restructurer mon élevage, j'en pars pour 2 ans de procédure. Pour restructurer un élevage ici, moi j'ai des devis, c'est 15 000 € déjà d'études avant d'avoir commencé quoi que ce soit. En Allemagne, c'est 6 mois et pas ces mêmes budgets d'études. Le manque de compétitivité de l'élevage français, c'est le gros point noir selon Charles. Tous les leviers qu'on pouvait activer pour rester compétitif, on les a activés. Aujourd'hui, ça ne relève que de l'État. Sur notre compétitivité. Des exploitations vétustes et surendettées. Charles en est à 90% de taux d'endettement, comme 3/4 de ses collègues. Une situation intenable, d'autant que ces crédits ne servent pas à financer des investissements, mais à payer le simple fonctionnement de son élevage. Quand on entend dire un certain nombre d'agriculteurs dire qu'il y a urgence, oui, il y a urgence. J'ai envie de continuer. J'ai envie de me battre. Actuellement, le kilo de porc s'achète 1,35 €. Pour que Charles survive, il faudrait qu'il puisse le vendre durablement au-dessus de 1,40 €. Et on reparlera de cette crise de l'élevage et du rôle des distributeurs et des transformateurs avec nos invités dans le débat du 24h Sénat. L'autre temps fort de l'actualité au Sénat, c'est ce long marathon parlementaire qui s'est achevé ce soir. La réforme territoriale définitivement adoptée par le Parlement après un ultime vote du Sénat. Pour en parler, Tam Tranui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam. Bonsoir Delphine. Alors comment s'est passé le vote ici au Sénat? Bien écoutez, au Sénat, contrairement à ce qui s'est passé ce matin à l'Assemblée nationale, les socialistes, mais surtout la majorité de la droite, ont voté favorablement à ce texte. À droite, on l'a fait, vous l'imaginez, sans grand enthousiasme. Écoutez à ce propos Mathieu Darnaud, sénateur Les Républicains. Le président de la République souhaitait apporter à son bilan quelques initiatives qui, à défaut de répondre aux défis de notre époque, avaient le mérite d'offrir une grande lisibilité. La réforme des collectivités territoriales devait aussi, selon le ministre André Vallini, faire économiser une dizaine de milliards d'euros de dépenses publiques à la nation. Qui s'aventurerait encore sur un tel pronostic ?
Et oui, bien malgré toutes ces critiques, malgré toutes ces déceptions, eh bien les Républicains ont tout de même voté pour. C'est un vote plutôt de raison, après de longues négociations, des tractations même menées personnellement par Gérard Larcher avec le Premier ministre Manuel Valls. Les radicaux de gauche tout à l'heure ont été les plus virulents dans l'hémicycle. Eux ont voté contre, tout comme les communistes. Quant aux écologistes, eh bien ils se sont abstenus. C'est la fin, vous l'avez dit, d'un grand marathon parlementaire, plus d'1 an de débats enflammés. Je vous rappelle comment ça s'est passé au début. Cette réforme avait d'abord suscité une véritable levée de boucliers des élus locaux, des sénateurs. Et c'est donc finalement le compromis qui l'emporte, un compromis dans lequel la voix du Sénat a largement porté. Alors justement, cette voix du Sénat, Stam, sur quel point le Sénat l'a emporté? Bien, il n'y avait que 3 points à retenir, puisqu'il y en a de nombreux. Eh bien, tout d'abord, l'échelon départemental est maintenu, il est même conforté dans ses compétences de proximité. Ensuite, eh bien, le seuil des intercommunalités est fixé à 15 000 habitants. Il est revu à la baisse. On n'est pas à 20 000 habitants, comme le voulaient les députés. On n'est pas non plus à 5 000, comme le voulaient les sénateurs, mais on est bien à 15 000, mais avec des dérogations pour tenir compte, par exemple, des territoires de montagne, tenir compte des territoires ruraux. Enfin, les conseillers communautaires ne seront pas élus à l'échelle de la communauté au suffrage universel direct. C'était un pas vers la mort de la commune, selon les sénateurs. Alors, on a envie de pousser un ouf de soulagement, Tam, après tous ces débats, mais est-ce que la réforme territoriale a finalement atteint son but? Eh bien, pas vraiment. Ce n'est pas la réforme ambitieuse prévue initialement par le gouvernement qui voulait, je le cite, réformer les territoires pour réformer la France. Tout le monde l'admet, il n'y a pas d'économie immédiate à attendre de la réforme et on est loin, très loin, de l'acte 3 de la décentralisation. Merci beaucoup, Tam. Et après avoir refermé le chapitre de la réforme territoriale, les sénateurs ouvriront à la rentrée celui de la réforme de la santé. Le projet de loi de Marisol Touraine sera examiné en commission dès le 22 juillet. Que vont faire les sénateurs sur ce texte? On sait déjà qu'ils plaident pour une interdiction des cabines à UV. Mounir Soussi. Principale priorité des sénateurs, la lutte contre les déserts médicaux avec une mesure coup de poing. Supprimer les remboursements de la sécurité sociale aux médecins s'installant dans des zones déjà bien couvertes. Et pour être conventionné, il faudra attendre le départ d'un praticien pour s'établir. C'est un dispositif qui existe aujourd'hui pour tous les professionnels de santé, les kinés, les infirmiers, les chirurgiens dentistes, les orthophonistes. Et seuls les médecins ont jusqu'à présent échappé à ce dispositif. Le projet de loi santé a fait descendre le monde médical dans la rue au sujet de la généralisation du tiers payant. Mais avec la mesure proposée par les sénateurs, c'est la liberté d'installation qui est remise en cause selon les syndicats. C'est l'État qui prend la main sur la santé, c'est l'État qui veut imposer. Donc là, les sénateurs voient passer la loi et se disent que ce serait une bonne opportunité de régler les problèmes des déserts médicaux qui, rappelons-le toujours, n'existent pas. Ce sont des déserts étatiques. L'État est parti, il n'y a plus de postes, plus d'impôts et on voudrait envoyer un médecin pour tenir l'ensemble de ce que représente l'État. Pour rapprocher les jeunes médecins de ces zones, un amendement propose de sortir les étudiants des hôpitaux pour les familiariser à la médecine de ville lors de leur cursus. Autre mesure radicale, l'interdiction des cabines à UV au risque de casser toute une activité. L'impact économique, si je l'ai évalué, effectivement, c'est un coût énorme pour nos finances de la sécurité sociale. Est-ce que, à un moment donné, pour l'économie, on doit sacrifier des centaines, voire des milliers de vies humaines qui, effectivement, subissent ces expositions fortes dans les cabines solaires? Aujourd'hui, on dénombre 40 000 cabines sur tout le territoire et le secteur emploie plus de 20 000 personnes. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, qui a annoncé le décès de 700 personnes supplémentaires après l'épisode de canicule qui a touché la France du 29 juin au 5 juillet. Alors que le traumatisme de l'été 2003 plane toujours, notre pays a su faire face à cet épisode et contenir très fortement son impact sanitaire. C'est félicité la ministre. Polémique autour de la communication de François Hollande. Hier, le chef de l'État a annoncé que des attentats avaient été déjoués. 3 personnes sont toujours en garde à vue. Pour l'opposition, il s'agit d'une volonté d'appropriation politique pour, je cite, masquer un certain nombre d'échecs. Flora Sauvage. A-t-il parlé trop vite? François Hollande a révélé hier qu'un attentat avait été déjoué. 3 individus ont été placés en garde à vue. Leur cible, un haut gradé de la base militaire de Port-Vendre, près de Perpignan, qu'ils auraient projeté de décapiter. Au Sénat, la majorité dénonce une opération de communication politique. C'est curieux de voir le président de la République violer le secret de l'instruction. Les jeunes gens étaient en garde à vue, il y a une enquête préliminaire et dans ce cas-là, seul le procureur de la République doit pouvoir répondre. Visiblement, c'est une bourde supplémentaire, mais là, c'est beaucoup plus grave parce qu'il s'agit de justice. Pour la présidente de la commission d'enquête sur les filières djihadistes,
L'essentiel est que l'attentat ait été détourné. Et ceux qui parlent de récupération, c'est comme une certaine marque de frites, c'est ceux qui en font le plus. Voilà. Donc moi je ne dis pas que c'est de la récupération, je répète, y compris comme membre de l'opposition, que le gouvernement est très mobilisé, que le Parlement est très mobilisé, que nous sommes absolument solidaires de la lutte contre les réseaux djihadistes et que c'est une très bonne chose qu'on a arrêté cela. Selon l'opposition sénatoriale, le chef de l'État a eu raison de faire preuve de transparence. C'est une manière aussi de dire à nos concitoyens que toute cette action qui est menée par les services de renseignement, par la police, la gendarmerie, par les militaires, tout cela produit des effets. Les suspects qui revendiquent leur engagement islamiste auraient projeté de réaliser leur attentat fin décembre. Un attentat qui n'était pas imminent, mais le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire le 23 juin pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme. Un attentat déjoué, alors même que le Conseil constitutionnel examine la loi renseignement tant décriée. 10 jours après la décision de la Cour européenne des droits de l'homme concernant Vincent Lambert, ses parents ont décidé de porter plainte contre le CHU de Reims. Ils veulent que leur fils soit transféré dans un autre établissement. Ils accusent les médecins de tentative d'assassinat et mauvais traitement. Une bouffée d'oxygène pour la Grèce après le vote de l'accord de Bruxelles dans la nuit par le Parlement. Ce vote ouvre la voie au plan de secours de plus de 80 milliards d'euros, mais ouvre aussi une période d'instabilité politique. Julie Hulin. Entre grève et échauffourée, la Grèce semble plus que jamais sous tension. Cette nuit, le Parlement grec a pourtant adopté un nouveau plan d'austérité, condition pour bénéficier d'un troisième plan d'aide financière. Alexis Tsipras l'a encore répété hier soir, ce texte, il n'y croit pas. Il l'a signé pour éviter un désastre. La zone euro, elle, affiche aujourd'hui sa satisfaction. L'Eurogroupe a décidé cet après-midi d'octroyer à la Grèce un prêt relais de 7 milliards d'euros en attendant l'approbation du plan d'aide. Athènes pourra ainsi éviter un nouveau défaut de paiement. Autre bouffée d'air financière, celle de la Banque centrale européenne. Mario Draghi a annoncé avoir décidé de relever de 900 millions d'euros par semaine le plafond des prêts d'urgence accordés aux banques grecques. Une décision qui devrait leur permettre de rouvrir leurs portes dès lundi prochain, mais qui ne sortira pas Alexis Tsipras d'une situation politique très complexe. La division au sein de Syriza est désormais une réalité et le remaniement ministériel imminent. 24h Sénat, tout de suite le débat. Le Sénat au secours de la crise agricole. Ce matin, tous les acteurs étaient réunis pour apporter des réponses à la détresse des éleveurs. Louis Sibyl. D'habitude, ils se renvoient la balle. Éleveurs, transformateurs, distributeurs ont du mal à s'entendre. Mais ce matin, ils se sont réunis au Sénat et sont tombés d'accord. La situation est trop préoccupante dans certaines filières agricoles, le porc et le lait en tête. Ils ont convenu avec Gérard Larcher de mesures d'urgence. Cellule de crise dans les prochaines heures. Mais effective dans chaque département. En même temps, bien vérification que l'accord qui a été pris entre distributeurs, transformateurs et producteurs va bien en direction des producteurs pour garantir des prix. Garantir les prix, c'est tout l'enjeu. Ces derniers mois, des producteurs à bout de nerfs ont mené des actions particulièrement violentes. Face à leur désarroi, des distributeurs comme Leclerc, Intermarché ou les supermarchés U ont décidé de payer un prix plus juste. Exemple, 1,40 € le kilo de porc ou plus de 30 centimes le litre de lait. On est tous d'accord, il faut qu'on applique ça maintenant parce que parfois on paye à des transformateurs, donc il faut qu'on s'assure que les transformateurs redonnent bien aux producteurs. Voilà, c'est tout cet enjeu. Autre problème, la France exporte de moins en moins, elle perd en compétitivité. Les agriculteurs dénoncent des normes trop contraignantes, mais plaident aussi pour alléger leurs dettes qui les empêchent souvent d'investir. Il faut absolument un plan de désendettement massif de l'agriculture française. Il faut y travailler, c'est pas simple, mais c'est sans doute une des conditions d'un retour de la compétitivité de l'agriculture française. L'exemple est flagrant dans la filière porcine. En 15 ans, la production en France a baissé de 11%, quand la filière espagnole a, elle, augmenté de 20%. Pour l'Allemagne, c'est même plus 37%.
Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat consacré ce soir à ces agriculteurs en détresse et aux mesures qu'entend apporter le Sénat pour remédier à cette détresse avec nos invités ce soir sur ce plateau. Jacques Mézard, bonsoir. Vous êtes sénateur RDSE du Cantal et président de ce groupe ici au Sénat. Merci d'être avec nous. Jean-Claude Lenoir, sénateur Les Républicains de l'Orne, est également sur ce plateau. Vous êtes président de la Commission des Affaires économiques du Sénat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis Thierry Roquefeuille, vous êtes le président de la Fédération nationale des producteurs de lait. Vous avez participé ce matin à cette table ronde. Tout le monde a salué l'initiative du Sénat qui a réussi à mettre autour d'une table tous les acteurs du secteur. Pourtant, une absence a été remarquée, Thierry Roquefeuille, justement, celle des transformateurs laitiers. Alors, comment expliquez-vous cette absence ? Je pense que déjà redire que cette invitation du président Larcher était aussi une initiative du président de la FNSEA, Xavier Belin, qui, devant les difficultés de l'agriculture et de l'élevage en général, a souhaité que le Sénat, mais peut-être aussi l'Assemblée nationale, se saisissent de ce dossier. Donc aujourd'hui, effectivement, les industriels laitiers n'étaient pas autour de la table. Il y avait des représentants de l'ANIA qui, j'espère, feront passer le message. Je crois que c'est à eux qu'il faut poser la question. Nous, demain, nous attendons une chose, c'est que les industriels soient à notre écoute, soient à l'écoute des producteurs. La distribution a pris des engagements. Je crois qu'il faudra que les industriels sachent les tenir aussi. Jean-Claude Lenoir, c'est vrai que cette initiative du Sénat qui a su répondre à l'appel, à ce cri de détresse des agriculteurs a été saluée. Comment on fait pour sortir un peu des bonnes intentions des uns et des autres? On a pu le voir au cours de ce reportage. Chacun finalement s'engage à faire des efforts. Est-ce qu'on a la certitude que tout le monde tiendra ses engagements? Alors d'abord, je dois dire que ce rassemblement a été particulièrement large. Nous avions tous les producteurs. Nous avions la plupart des transformateurs, à l'exception effectivement du secteur laitier, et nous avions l'ensemble des distributeurs. Donc tout le monde avait répondu à cette invitation de Gérard Larcher, initiée largement par le président de la FNSEA, Xavier Belin. Au fond, nous avons ce matin fait d'abord un diagnostic. Nous avons beaucoup écouté les représentants de la profession et nous avons entendu un certain nombre de réponses à des questions que nous posons. Alors, notamment, il y en a eu. C'est cruel, dramatique. On sait que la situation. C'est dramatique. Enfin, vraiment, nous étions porteurs et vraiment, c'est à l'honneur du Sénat d'avoir rassemblé, alors aussi les sénateurs, puisque tous les groupes étaient, on peut le dire, représentés. Chacun a apporté une contribution extrêmement utile et surtout témoigné de la très grande détresse aujourd'hui des éleveurs français. Enfin, la situation est dramatique. Nous sommes sur des territoires où il y a beaucoup de manifestations, tout simplement parce que les éleveurs aujourd'hui sont au bord du précipice, avec des revenus qui sont en berne, avec des perspectives qui sont particulièrement noires. Et donc aujourd'hui, il y a des mesures immédiates à prendre et des mesures à plus long terme qui impactent l'ensemble de l'aval, du cycle de production et de distribution. Mais déjà, moi, je suis très attaché à ce qu'il y ait des mesures immédiates, parce que cette colère, elle n'est pas passagère. Elle va durer, malheureusement, parce que si on n'est pas en mesure de soulager la trésorerie des entreprises d'élevage, eh bien, nous aurons malheureusement de très grandes détresses et sans doute de... Jacques Mézard, il faut des mesures de contrôle le désendettement très rapidement, avec la suspension des remboursements. C'est ce qui a été évoqué ce matin lors de la conférence de presse. C'est ce qui a été évoqué ce matin, mais d'abord, je dois dire moi aussi que cette initiative conjointe de la FNSEA et du président du Sénat est une bonne initiative. Il fallait réunir autour de la table l'ensemble des parties, c'est-à-dire les producteurs, les transformateurs et la grande distribution. Ensuite, il faut déboucher sur des mesures concrètes. Il y a, le ministre l'a dit et l'a rappelé depuis le 15 février, des cellules de crise, mais il faut que ces cellules de crise dans les départements, et ces cellules ne concernaient pas toutes les productions, et tous les exploitants, ça n'est complété que depuis le 10 juillet. Il faut que ces cellules aient un rôle efficace, car comme l'a dit le président Lenoir, il y a des problèmes humains extrêmement préoccupants et qui nécessitent des actions rapides. Parce que lorsqu'une exploitation disparaît, il est rare qu'elle renaisse. Et c'est la vie de nos territoires. Le Sénat, il représente les territoires, il représente les hommes qui sont sur ces territoires. Et on a besoin effectivement de mesures urgentes parce qu'un certain nombre d'exploitants ne peuvent pas continuer à produire et à vendre moins cher que leur coût de production. Il y a la question
de l'endettement, il y a la question de capacité aussi de créer des structures et des équipements modernes, mais pour cela, il faut moins de normes, il faut pouvoir agir plus rapidement, et il faut, dans l'immédiat en tout cas, essayer de faire face à des problèmes humains. Et c'est la priorité de nos... Jacques Mézard, vous évoquiez effectivement ces cellules de crise départementales. On a entendu Gérard Larcher demander que les préfets les activent très rapidement. Alors il y a une petite passe d'armes aujourd'hui. Écoutez la réponse de Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture. Il était interrogé cet après-midi par Perrine Ternot. J'ai là eu un courrier que je vais adresser à tous les sénateurs d'ailleurs, que j'ai adressé au préfet le 20 février, qui précise la mise en œuvre de ces cellules, à la fois avec les objectifs en termes d'allègement sur la MSA, sur les fonds d'allègement de charges, et je demande au préfet de réunir ces cellules avec les représentants des professionnels, de la MSA et des banques, parce qu'il y a aussi la question bancaire. Donc ces cellules sont en place, chaque sénateur recevra ce courrier qui confirme le fait que je l'avais demandé au préfet. Moi, je n'ai pas attendu le débat du Sénat. Ça, c'est le 20 février, que dès le début de l'année 2015 a été engagé des négociations sur la question du lait, que sur la question porcine, c'est la table ronde que j'ai organisée le 17 juin, avec l'ensemble des acteurs, à la fois transformateurs, grande distribution, justement pour pousser tout le monde à augmenter les prix et à augmenter les prix aux producteurs. C'est ça qui a été fait. Jean-Claude Lenoir, le gouvernement semble se saisir à bras-le-corps de cette détresse. Nous aurions apprécié d'être informés de ces demandes qui ont été faites auprès des préfets. Si nous avons eu ces questions ce matin, c'est parce que nous sommes tombés des nues d'entendre qu'il y avait des cellules de crise dans les départements. Nous avons... les parlementaires seront informés, visiblement. Un certain nombre d'entre nous ont téléphoné dans les préfectures, aux préfets, pour savoir ce qu'il en était. Je vous fais grâce des réponses qui ont été apportées à un certain nombre de parlementaires. Manifestement, les préfets ne se sentaient pas particulièrement en charge de ces cellules. Nous avons connu des périodes difficiles où les cellules de crise se réunissaient, il y avait un certain nombre de personnes autour de la table, et d'ailleurs les élus étaient, notamment les parlementaires, concernés, informés. Ça ne l'a pas été. Alors bon, le ministre nous transmet des courriers, dont acte. Nous allons, évidemment, les uns et les autres, notamment dans les départements où les réponses ont été un peu floues, demander ce qu'il en est, car il faut des interlocuteurs pour les éleveurs. Il faut qu'il y ait des gens devant eux qui soient en mesure de répondre à des questions ponctuelles, c'est-à-dire de charges qui pèsent, de remboursements à faire, d'impayés. Aujourd'hui, je crois que les éleveurs ont vraiment besoin d'être écoutés. Ouais, Thierry Roquefeuille, qu'en est-il des producteurs de lait que vous représentez sur ce plateau ce soir? Est-ce qu'ils sont suffisamment entendus? Est-ce qu'ils ont des interlocuteurs au niveau départemental, par exemple, pour évoquer leurs difficultés? Disons que le ministre l'a dit, depuis la semaine dernière, les producteurs de lait ont rejoint les cellules de crise au niveau départemental. Donc c'est vrai que cette demande arrive maintenant parce que la réalité de la crise laitière est vraiment dans le plein de ce que nous vivons aujourd'hui au niveau des exploitations. Nous avions en début d'année craint des périodes difficiles, suite notamment à l'embargo russe d'août 2014. Donc la fin d'année 2014 avait déjà été difficile et le début de l'année l'a été aussi. Et nous espérions un rebond au mois de juin. Ce rebond n'a pas eu lieu. Et donc tous les espoirs que nous fondions sur un marché qui allait reprendre la dynamique et un prix du lait par conséquent qui allait être meilleur, n'arrivent pas. Donc les trésoreries aujourd'hui au niveau des exploitations sont difficiles, les producteurs ont des factures qu'ils ne peuvent plus payer et devant ça nous avons demandé aux acteurs transformateurs et grandes distributions d'avoir un sursaut de citoyenneté pour aider le lait produit en France et transformé en France. Donc aujourd'hui la grande distribution nous dit nous avons pris des engagements, nous les tiendrons, dont acte. J'ai fait quand même remarquer ce matin qu'il y avait des importations de lait étrangers qui arrivaient de plus en plus nombreuses sur le territoire français. Donc personne ne sait où arrive ce lait. Donc il va bien falloir le savoir très rapidement. Pourtant, Jacques Mézard, on a entendu Michel-Édouard Leclerc dire que la grande distribution, finalement, ne voulait pas être non plus un punching ball et être le réceptacle de la colère et de la détresse des agriculteurs et des éleveurs. Et je crois qu'il faut savoir faire le tri entre les responsabilités. Il y a, je l'ai dit, des producteurs. On connaît leurs coûts de production.
Il y a des transformateurs, et puis entre les transformateurs et la grande distribution, il y a aussi forcément des liens, et on voit l'évolution des cours. Donc j'entends bien qu'il ne faut pas faire le procès systématiquement de la grande distribution, mais il faut aussi avoir le courage de dire les choses. Et que, bien évidemment, lorsque on voit les cours et la rémunération du producteur, il y a un problème. Il y a un problème qui n'est pas nouveau. Il ne faut pas dire que ça remonte à ces derniers mois ou même à ces toutes dernières années. C'est quelque chose de récurrent qui nécessite que l'on prenne enfin des mesures pour arriver à avoir, je dirais, des édredons pour faire en sorte que quand il y a des problèmes de cours, on ne se retrouve pas devant des crises aussi brutales pour les exploitants, parce qu'à chaque fois, et je viens de le dire tout à l'heure, à chaque fois, il y a des exploitants, il y a des exploitations qui disparaissent. Et nous avons besoin sur nos territoires des exploitants. Et pour avoir des exploitants, il faut qu'ils puissent vivre de leur travail. Ça semble être le b.a.-ba économique, mais c'est vraiment quelque chose qui est impératif. C'est vrai qu'on a entendu aussi cette phrase de Xavier Belin ce matin qui suppose peut-être que le gouvernement laisserait mourir la filière porcine. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Claude Lenoir? Alors Xavier Belin a eu des mots effectivement très très forts. Je voudrais simplement compléter par rapport à ce qu'a dit Jacques Mézard. Il y a des problèmes conjoncturels, mais il y a des problèmes structurels de long terme. Les problèmes conjoncturels, on les connaît, c'est notamment la Russie, mais structurels, c'est-à-dire que nous sommes entrés dans une période où malheureusement, on ne voit pas aujourd'hui comment la ferme France va pouvoir se redresser. Elle a progressivement perdu du terrain. Elle a été la première, elle est aujourd'hui la 4e dans l'Union européenne. Il y a un problème de compétitivité. Or, aujourd'hui, les éleveurs ne sont plus en mesure d'investir comme il faudrait. Alors que dans des pays voisins comme l'Allemagne, comme l'Espagne, il y a des investissements considérables. Vous parlez notamment du porc. Il faut retenir simplement ce chiffre. Il y a 15 ans, l'Allemagne, la France et l'Espagne produisaient 25 millions de porcs par an. Aujourd'hui, la France, 20 millions. L'Allemagne est passée de 25 à 43 millions et l'Espagne de 25 à 48 millions. Aujourd'hui, on importe du porc, alors qu'en France, c'était une production qui suffisait à l'alimentation. Donc, le cri de détresse qui a été lancé par Xavier Belin était là pour, je pense, interpeller les pouvoirs publics. Bon, le ministre n'était pas encore d'ailleurs arrivé au moment où il a prononcé cette phrase. Le ministre nous a rejoint en fin de réunion comme c'était prévu. Mais cela montre bien la mesure de la détresse aujourd'hui et de l'angoisse des éleveurs. Autre sujet sur lequel je voudrais vous faire réagir, puisque le Sénat a beaucoup travaillé sur la question aussi de la simplification des normes, et notamment dans le monde agricole. On a entendu aussi cette phrase, pour finalement une norme simplifiée, de nouvelles de créer, et ça ne vient pas forcément de Bruxelles. Est-ce que les producteurs laitiers sont également confrontés à cette multiplication des normes? Oui, puisque la particularité aussi de l'élevage laitier français, c'est d'être une polyculture élevage, c'est-à-dire nous produisons les aliments pour nos animaux. Donc en produisant, nous sommes un petit peu céréaliers, éleveurs, et donc nous avons l'ensemble des normes qui s'appliquent sur nos exploitations. Donc, effectivement, vous avez 2 sénateurs sur ce plateau, vous pouvez peut-être les saisir et leur demander justement des choses très concrètes. Je pense que concrètement, on vient de passer une période, c'est tout le dossier de la PAC, c'est-à-dire faire de l'administratif pour avoir droit à des aides pour venir nous aider à compenser des pertes de prix que nous avons eues depuis de nombreuses années. Et on l'a oublié, on l'a trop souvent oublié, c'est-à-dire que la PAC a été mise en place pour que le consommateur au final ait des produits moins chers. Donc aujourd'hui, rien que pour avoir ces dossiers PAC, il nous a fallu le double de travail par rapport aux années passées. Il nous a fallu refaire le travail que nous avions fait parcelle par parcelle, redessiner chaque parcelle sur nos exploitations. Et tout ça, c'est du temps, c'est de l'argent. Et dans un moment où on nous dit il faut être compétitif, et je pense que nous le sommes. Je pense que le travail de la compétitivité de nos exploitations, c'est aussi d'avoir des moyens pour aujourd'hui faire face à la sécheresse. C'est-à-dire nos exploitations... Merci Thierry Roquefeuille. On espère que le message est passé auprès des parlementaires présents sur ce plateau. Merci à tous les 3. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.